Salut maman solo extraordinaire ou toi qui la soutiens, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu story time où je vais te parler, je vais te partager une partie de mon histoire et notamment une partie de l'histoire finalement d'un de mes enfants, en particulier ma deuxième fille. Et on va parler aujourd'hui du diabète de type 1 qui s'est invité dans notre quotidien. Là, on s'en serait bien passé pour être honnête. Mais voilà, on vit avec ça depuis juillet 2018 et aujourd'hui je vais te parler de ça, je vais te parler des symptômes, du diagnostic, de la gestion de tout ça pour peut-être te mettre en alerte dans ta vie, autour de toi, si tu as des enfants, parce que c'est une maladie qu'on connaît trop peu encore, dont moi personnellement j'avais pas du tout connaissance avant d'y être confrontée. Et du coup, en parlant et en sachant surtout reconnaître les symptômes, on peut aussi agir plus vite et aider au plus tôt l'enfant qui est en souffrance. Et vraiment, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne Je suis une maman solo extraordinaire. Ça va me permettre de te compter déjà parmi les personnes qui seront notifiées lorsqu'il y aura une nouvelle parution. Et ça va me permettre aussi de pouvoir connecter à d'autres mamans solo extraordinaires qui, au travers de mes vidéos, pourront se raccrocher à un petit peu d'inspiration, peut-être à une information dont elles ont besoin, et aussi à un groupe solidaire et d'entraide que je suis en train de former. Bon, voilà, j'attaque la séance, la séquence vidéo et peut-être un petit peu émotion en te parlant du moment où le diagnostic a été posé, à comment ça s'est passé. Du coup, voilà, un petit bond en arrière en juillet 2018. Mes enfants sont, en tout cas, 2 tiers de mes enfants, hein, mes 2 filles sont chez leur père en vacances depuis une dizaine de jours. Elles sont parties en vacances au bord de la mer et là c'est un petit peu le jour où elles sont censées revenir chez moi après ce séjour qui s'est plutôt mal passé pour ma deuxième fille. Alors ma deuxième fille, elle a à ce moment-là 9 ans et depuis le mois de mai, je l'ai amenée déjà 3 fois chez notre généraliste qui la suit depuis qu'elle est bébé avec des symptômes et finalement des angoisses pour moi, hein, des angoisses de maman autour de choses très spécifiques, un amaigrissement que j'ai pu noter depuis quelques semaines, voire quelques mois, et qui commence vraiment à m'inquiéter. Une sensation aussi de soif persistante, donc mon enfant, je la vois descendre des litres et des litres d'eau, elle a tout le temps soif, et du coup, vu qu'elle est tout le temps en train de boire, elle va tout le temps uriner. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, prévoir de longues sorties parce qu'il faut faire des pauses pipi très 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 fréquentes et vraiment même trop fréquentes. Voilà un petit peu les symptômes. À côté de ça, ma fille, depuis quelques mois aussi, elle se renferme sur elle-même. Elle devient assez maussade, alors que jusque-là c'était un rayon de soleil et elle n'a jamais envie de rien faire, elle se plaint souvent de fatigue, de maux de tête ou de maux de ventre, bref elle est un peu en décalage avec le reste de la famille et moi je m'inquiète énormément par rapport à sa santé, mais surtout par rapport à sa santé psychologique. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas bien et du coup j'emmène par 3 fois mon enfant chez la généraliste. Première fois, suspicion de cystite, de choses comme ça. Voilà, on fait des tests. Bon, il n'y a pas de cystite, il n'y a pas d'infection à ce niveau-là. Deuxième fois, elle me dit bon, elle est peut-être un peu constipée, ça appuie sur la vessie, ce qui fait qu'elle va souvent aux toilettes. Bon, je t'avoue que la deuxième fois, je suis vraiment dubitative. Je me demande si elle m'emmène pas un peu, elle me mène un peu en bateau parce qu'elle ne voit pas bien ce qu'a ma fille, mais je suis pas très rassurée. Troisième fois, eh ben rien de plus. Elle me dit que voilà, ma fille, oui, ok, elle maigrit, mais que moi-même j'ai un métabolisme de quelqu'un de plutôt fin. Le papa n'est pas non plus en surpoids. La grande sœur est très fine. Et donc là, je lui dis, mais justement, mes 2 filles, elles ont toujours eu une autre morphologie très très différente. Une morphologie différente. La petite sœur, elle était beaucoup plus charnue et je commence à la voir maigrir et devenir encore plus maigre que sa grande sœur, qui a toujours été très grande et très fine, très élancée. Euh, mais ma petite, elle était plutôt musclée.
Et là, elle perd sa musculature, vraiment, elle fond, elle s'affine, et moi, ça me fait très peur. Et ce médecin-là, voilà, me dit que c'est la fin de l'année, elle est fatiguée, avec les vacances, ça va aller mieux, et que je m'inquiète pour rien. Voilà, donc ça, c'est le premier point déjà dont je voulais parler dans ma vidéo. C'est de te rappeler qu'en tant que maman, jamais tu t'inquiètes pour rien. Quand tu t'inquiètes, il faut vraiment que tu fasses tout pour qu'on réponde à tes questions, que tu trouves le médecin, que tu changes de médecin même s'il le faut, mais fais-toi confiance. Moi, c'est vrai que je me suis fait un peu balader par ce médecin, j'avais l'impression que quelque chose m'échappait, je savais pas vraiment dire quoi. Bon, là-dessus, il y a eu les vacances chez le papa. Je me suis dit, ok, ma fille va se reposer, elle va changer d'environnement. Peut-être aussi retrouver son père, bah, ça va lui faire du bien. Peut-être qu'il y a un problème avec moi parce que commence à grandir, il y a des petits conflits qui se mettent en place. Voilà, l'autorité qu'on remet un petit peu en question. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte par rapport au passage, voilà, de la préadolescence. Donc du coup, je me suis autorisée à laisser encore un petit peu de temps passer pour voir si justement avec les vacances, le changement d'air, eh bien quelque chose de positif allait en retirer. Et en fait, pas du tout. En fait, le matin du jour où mon ex-mari devait me ramener mes deux filles, il m'a appelé et ça a été assez terrible. Ça a été un coup de fil vraiment terrible. Et les médecins, plus tard, ont à plusieurs reprises employé la petite phrase c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est vraiment ça le diabète de type 1. C'est-à-dire que pour notre part, il y a zéro antécédents familiaux, comme pour 80% des enfants qui ont cette maladie. Il n'y a pas d'antécédent familial. Il n'y a pas de grand-père qui a un diabète de type 1. Voilà, on ne connaît pas cette maladie dans la famille et ça tombe dessus alors que rien ne présageait de cela. Du coup, euh, ce matin-là, je reçois un coup de fil de mon ex-mari, je décroche alors que je suis en pleine séance de travail. Et pendant de longues minutes, mon ex-mari, pardon, n'arrive pas à me dire de quoi il s'agit. J'entends qu'il est en sanglots. Tout de suite, je pense au pire. J'ai l'impression qu'il va m'annoncer une nouvelle terrible du genre irrévocable, tu vois, du genre qu'une de mes filles est morte peut-être. Et du coup, voilà, j'essaie de garder mon calme, je lui propose de respirer, je l'invite à me parler, à reprendre ses esprits. Mais les secondes qui défilent sont interminables jusqu'à ce qu'il me dise que, voilà, Capucine a une suspicion de diabète et qu'il faut l'hospitaliser d'urgence. Du coup, comment ça s'est passé? C'est que lui, en fait, pendant ses vacances, son ex-compagne a été vraiment choquée de voir ma fille avec très très peu de ressources et à tel point que cet enfant a passé sa semaine de vacances au bord de la mer sur une serviette puisqu'elle n'avait même plus la force d'aller se baigner. Donc c'est pour te dire l'état de dévitalisation dans laquelle elle se trouvait et dans laquelle elle se trouvait depuis mai, puisque au mois de mai, il y a eu mai et juin, il y a eu 3 visites chez le médecin qui nous suivait, parce que tu penses bien que ce médecin-là ne nous a plus revus depuis. Du coup, voilà, au retour des vacances, ils ont pris le parti d'aller voir leur médecin qui était en vacances, mais il y avait une interne, un jeune médecin qui remplaçait et qui, à l'évocation dès les premiers mots, évoquait des symptômes, c'est-à-dire amaigrissement, soif constante et urine très fréquente, a tout de suite tilté et nous a tout de suite aiguillé vers le diagnostic potentiel, voilà, à confirmer, mais de diabète de type 1. Du coup, à partir de là, l'enfant est pris en charge immédiatement, c'est-à-dire que mon ex-mari a dû vraiment un petit peu euh, voilà, il a dû un petit peu jouer des coudes pour pouvoir emmener lui-même notre enfant à l'hôpital. Et parce que logiquement, elle aurait dû être prise en charge par une ambulance. Mais du coup, le papa a vraiment insisté pour pouvoir l'amener lui-même à l'hôpital pour rendre les choses les moins traumatisantes possibles. Ensuite, ce qu'il y a eu dans notre cas, c'est que nous, on est éloignés l'un de l'autre, hein. On n'habite pas la même région et il y a 1 heure et demie de route entre le lieu d'habitation du papa et le mien.
Et il a pu négocier pareil à un hôpital qui se trouvait à 1 heure à peu près de route de chez moi. Et parce que sinon ça aurait été 3 heures de route, voilà, de l'autre côté par rapport à mon lieu d'habitation. Donc ça aussi, ça a été un petit peu un coup de stress sur le coup. Donc il a fallu qu'on se rende à l'hôpital, donc lui de son côté avec ma fille et du coup en emmenant sa grande sœur, et moi de mon côté toute seule, le cœur battant la chamade, voilà. On s'est rendus tous les deux, on s'est à l'hôpital, on s'est rejoints là-bas. Et ma fille était effectivement très très, quand je l'ai vue, elle était très fatiguée, très amoindrie, mais voilà, en me voyant, elle a eu un sourire d'enfant, tu sais, le sourire de l'enfant qui est pas bien, qui est malade, qui est fatigué, mais qui a réuni toutes ses forces pour te lancer un sourire parce que t'es sa maman et qu'elle t'aime plus que tout au monde. Et voilà, et c'est cette, voilà, une de ces images-là que je garde de cette journée-là, c'est ce sourire de mon enfant et de nos retrouvailles. Ensuite, on a été donc prise en charge aux urgences de l'hôpital. On y a passé tous les premiers tests. Donc en fait, voilà, ils font beaucoup de tests à ton enfant. Ils posent des électrodes sur le corps. Il y a des prises de sang. Il y a plein de choses très désagréables. Du coup, ils ont proposé à mon enfant aussi voilà, de respirer dans le masque pour pouvoir un petit peu atténuer l'inconfort dû aux soins et aux tests pratiqués. Et moi, pendant ce temps-là, ben, j'ai pris le parti de me mettre vraiment collée à mon enfant et de lui parler pendant tout le temps, lui parler de choses qui n'avaient rien à voir avec la situation, lui raconter en fait les 10 jours que j'avais vécu sans elle et finalement la kermesse de la crèche de son petit frère, les petites choses auxquelles on s'était rendu, mon travail, voilà, tout ce qui me passait par la tête. Je débitais en fait plein de paroles pour pouvoir enlever son attention de ce qu'on est en train de lui faire à son petit corps très amaigri et de lui faire focaliser sur autre chose que l'inconfort et la douleur des soins. Mais c'est quelque chose qui est très impressionnant. Voilà, c'est un vécu assez impressionnant et traumatisant aussi. Le papa était à côté de moi et lui il était complètement liquide, c'est-à-dire que lui c'est vraiment dès l'annonce il est tombé, il s'est effondré et du coup il était en larmes. Du coup moi j'étais près de mon enfant à lui dire à l'oreille tout ce que j'étais en, voilà, tout ce que j'avais en, tout ce qui me passait par la tête, et en même temps de ma main je caressais le dos de mon ex-mari et puis je le tapotais et en fait il n'arrêtait pas de pleurer et j'essayais vraiment de faire en sorte que ma fille ne le regarde pas mais se focalise sur mon visage pour vraiment faire passer le truc, quoi, faire passer le truc. Ensuite, on a vécu plusieurs heures dans ce service jusqu'à ce qu'on nous mette finalement dans le service pédiatrique. Et là a commencé finalement l'attente du verdict qui est arrivé plusieurs heures plus tard. Effectivement, c'était le diabète. C'est le diabète, hein, c'est pas le passé, c'est le présent et le futur, et c'est toute la vie, le diabète de type 1. Et à partir de là, on a été prise en charge. On a été hospitalisé, je dis on parce que je suis restée avec ma fille pendant l'hospitalisation durant 11 jours. 11 jours durant lesquels on nous apprend à gérer déjà émotionnellement la nouvelle, ensuite à comprendre la maladie, à faire toutes les surveillances qu'il faut, on apprend à gérer le traitement et tous les calculs liés au traitement, c'est-à-dire que toute la journée en fait on comptabilise à la fois les glucides que Capucine va ingérer durant ses repas, et on doit aussi comptabiliser l'insuline qu'on va injecter en relation avec ces glucides qu'elle va ingérer, et en relation aussi avec son taux de glycémie qu'on doit du coup surveiller de façon constante toute la journée. Et après, on nous apprend aussi forcément à faire les injections. Du coup, moi, de base, je suis pas du tout dans les métiers de soins. Donc, je suis pas du tout une infirmière, je suis pas du tout médecin. Et justement, j'ai pas choisi cette voie-là parce que moi, c'est pas mon truc, tu vois. Tout ce qui est piqûre, etc., c'est vraiment pas mon truc. Et il a fallu apprendre à faire les gestes et à notamment injecter 5 fois par jour de l'insuline à ma petite fille qui avait 9 ans.
Voilà, donc moi je reviens un petit peu sur les symptômes, je veux te les rappeler. Donc soif intense, urine très très fréquente quand ton enfant va tout le temps, passe tout le temps aux toilettes, ben voilà, faut vraiment avoir quelque chose dans la tête, une petite alarme qui te laisse sur tes gardes. C'est pas forcément ça peut être plein de choses. Mais voilà, diabète de type 1, c'est ça. C'est urine très fréquente parce que l'enfant en fait produit énormément de sucre qui n'est plus traité par le corps puisque dans le pancréas en fait les cellules, voilà, ce qui permet de traiter l'insuline, c'est complètement bouffé. C'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le cerveau, à un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi, envoie l'information aux anticorps d'aller bouffer en fait les cellules qui normalement sont là pour traiter le sucre et traiter l'insuline et produire de l'insuline naturelle. Et en fait, ces cellules-là sont complètement bouffées et ce sont des cellules qui ne se régénèrent pas, qui ne voilà, on ne fabrique pas ces cellules. Ces cellules, une fois qu'elles sont grillées, ben, elles sont grillées, on n'en a plus et le corps ne sait pas les reproduire. Du coup, voilà, plus de cellules qui produisent de l'insuline, du coup, plus de façon de traiter le sucre et le taux de sucre en fait qui, euh, qui grossit et qui ne peut être finalement qu'évacué que dans les urines. Voilà, c'est un petit peu ça en gros. Donc à l'hôpital, le séjour a été vraiment en montagne russe émotionnelle puisqu'il a fallu gérer la nouvelle réalité qui était la nôtre et surtout il a fallu gérer l'émotion de ma fille. C'est-à-dire que en tant qu'adulte, moi je percevais les choses un petit peu en amont. Quand le médecin, par exemple, a annoncé, verbalisé le diagnostic, il s'est mis physiquement à la hauteur de ma fille. Donc il s'est accroupi, il s'est adossé au mur derrière lui, donc il s'est mis en face de ma fille, donc moi j'étais un peu en retrait, et c'est vraiment à ma fille qu'il s'est adressé, puisque c'est sa vie, et c'est sa maladie. Et du coup, forcément, moi je percevais le discours du médecin, et surtout la portée de ce que ça voulait dire pour le reste du quotidien. Je le percevais un petit peu avant mon enfant. Donc j'avais mon émotion à gérer, l'émotion de c'est une maladie auto-immune. La vie ne sera plus jamais pareille. Toute la vie de Capucine va se faire avec le diabète de type 1. Elle va être diabétique toute sa vie. Il n'y a pas de traitement pour annuler la maladie. Il y a un traitement pour la gérer, mais il n'y a pas un traitement pour revenir comme avant, comme une petite fille, comme les autres, qui n'a pas besoin de calculer ses glucides, qui n'a pas besoin de s'injecter dans son corps de l'insuline, qui n'a pas besoin de tout anticiper, parce que c'est ça en fait cette maladie-là. Euh, Toute la vie, voilà, toute la vie de Capucine est impactée pour toujours. Et du coup, une fois que moi j'ai reçu cette information-là, je vois ma fille qui la reçoit aussi et qui la comprend. Du coup, et je vois son émotion, je vois ses larmes quand elle demande au médecin, mais alors ce sera comme ça toute ma vie. Et je perçois voilà, toute la portée de ses émotions et je suis à ce moment-là la maman la plus impuissante du monde parce que je suis cette maman qui aimerait prendre cette maladie pour elle et qui voudrait qu'on laisse tranquille ma fille avec ça. Et je suis cette maman qui peut pas réaliser ça et qui est juste là à accepter que sa petite fille, elle est malade et elle le sera toute la vie. Donc ça, ouais, c'est chaud, c'est chaud. Voilà, au moment où je te parle là, bah, ça fait 2 ans et demi qu'on vit avec le diabète. Donc du coup, pendant ces 11 jours, comme je te disais, on a été très bien prise en charge par une super équipe qui, qui est vraiment formée pour cet accompagnement spécifique autour du diabète. Et par exemple, le premier jour, le médecin m'a informé de certaines choses et m'a dit, Madame Adam,
Vous pouvez me poser des questions si vous en avez, mais peut-être que j'y répondrai pas parce que je suis un protocole de distillation de l'information et il faut qu'on passe par des étapes de compréhension pour vous et d'intégration avant que je vous donne d'autres infos supplémentaires. Et du coup, c'est vraiment ça. Pendant 11 jours, j'ai vu ces médecins, ces infirmières œuvrer autour de nous pour nous apporter les choses de la manière dont on pouvait les accepter et les gérer le mieux possible. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment toujours pris en compte comment on était, au niveau de notre personnalité aussi, et je pense qu'ils m'ont tout de suite bien cerné, ils ont tout de suite bien cerné Capucine, et ils ont vraiment amené les choses de la manière dont pour eux c'était le plus évident qu'on allait accepter le nouveau processus de vie et pouvoir l'intégrer au mieux dans notre quotidien et pouvoir le gérer au mieux pour la santé de Capucine. Du coup, on a passé 11 jours comme ça dans cette chambre d'hôpital, entourée de façon très bienveillante, à découvrir comment se dépatouiller avec des calculs de glucides, des calculs de taux d'insuline, comment réagir en cas d'hyperglycémie, en cas d'hypoglycémie, en sachant que toutes les deux peuvent avoir des conséquences très graves sur la santé immédiate, mais aussi à long terme de ma fille, et notamment sur le bon état de marche des autres organes en fait. Euh, Comment gérer aussi des malaises, parce que dans les diabètes, ben, il y a des malaises à gérer. Tout ça, ça m'a fait vraiment rentrer dans une réalité dans laquelle j'aurais jamais voulu rentrer. Parce que, encore une fois, moi, tout ce qui est santé, tout ce qui est physique, les malaises, justement, c'est quelque chose avec quoi je suis vraiment pas du tout à l'aise. Et quand il s'agit de ton enfant, ben, c'est vraiment compliqué. Pendant un an à peu près, ma fille donc a eu ses injections 5 fois par jour, à chaque repas, donc en comptant effectivement le goûter, ça fait 4, et une injection supplémentaire pour la nuit. Du coup, voilà, on en est à 5. Ça a été très difficile ces injections, et ça a été tous les jours en fait une même machinerie qui se mettait en place, c'est-à-dire que le matin, voilà, on injectait dans certains endroits du corps parce qu'il y a différents endroits où tu peux injecter: les bras, les cuisses, le ventre. Du coup, on faisait une espèce de ronde comme ça pour que son corps ne marque pas trop en injectant toujours aux mêmes endroits. Mais tout ça, on te l'apprend voilà, quand on intègre avec toi le protocole de santé. Du coup, voilà, tous les matins, on commençait les injections, ça allait à peu près. À midi, elle gérait très bien. À la cantine, au périscolaire, elle a été très 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 entourée par une équipe formidable, et notamment par Lynn, donc l'animatrice qui l'a accompagnée sur ces 2 dernières années au périscolaire, et qui a été juste une ressource pour moi incroyable de délestage de charge mentale. Euh, et du coup, l'après-midi au goûter, voilà, ça commence à être dur. Et les injections du soir, c'était ouais, presque tous les jours des larmes, parce que ayant accumulé la fatigue de la journée, ben, c'était les injections qui étaient les plus difficiles. Et donc, on a eu droit à des phrases comme maman, j'aimerais mourir, et renaître sans ce diabète. Des choses que tu n'as pas du tout envie d'entendre dans la vie, dans la bouche de ton enfant qui a 9 ans ou 10 ans, et qui sont vraiment très 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 dures. Donc c'était tous les jours la même chose. Au moment des repas, tu te mets dans la cuisine avec ton enfant parce que tu dois contrôler la glycémie et ensuite calculer le taux de glucides qu'elle va ingérer, donc peser les aliments et faire les rapports, voilà, par rapport au taux de glucides, aux 100 grammes. Donc tu fais ces calculs-là. Ensuite, tu prépares ton injection, tu fais ton injection, et ensuite seulement tu vas rejoindre le reste de la famille qui, bien sûr, a déjà commencé à manger. Donc toi, tu manges en général froid, ta fille aussi. Et tous les jours, ça recommence, ce même rituel pendant
Pendant un an, on a fait les injections comme ça au stylo. Enfin, voilà, c'est vraiment des piqûres, on appelle ça un stylo. Pendant plusieurs mois, au niveau du contrôle de la glycémie, donc elle se piquait dans les doigts, donc pour faire apparaître une goutte de sang, pour appliquer une bandelette et avoir le taux avec un petit appareil de glycémie, donc contrôle de glycémie avant les repas, après les repas, 2 heures après les repas, tout le temps au fait. Et puis bien sûr, s'il y a si on est trop bas en glycémie, ben, encore plus de contrôle. Être encore plus présent, y compris le soir au coucher, la nuit, etc. Donc tu peux un peu imaginer en tant que parent la vie dans laquelle tu entres. Et puis, donc au bout de quelques mois, on a posé un autre système sur Capucine qui permettait de ne plus avoir à piquer dans les doigts aussi souvent, mais de pouvoir en fait avoir une petite pastille, un petit capteur avec une petite membrane qui rentre à l'intérieur des tissus en fait et qui va contrôler en fait, qui va donner le chiffre de la glycémie lorsqu'on passe un petit lecteur sur l'appareil, sur le petit capteur. Et du coup, ce petit capteur-là, il est à changer tous les 15 jours. Et au bout d'un an, Capucine a fait le choix de poser une pompe à insuline pour ne plus avoir à gérer les injections au stylo, mais d'avoir plutôt sur elle en permanence une pompe avec son insuline, ce qui a l'avantage d'enlever les moments où tu injectes, mais par contre, en contrepartie, tu as toujours sur toi un petit appareil de cette taille en fait, collé à ton ventre ou voilà, au-dessus de tes fesses, enfin quelque part sur ton corps, et qui du coup a aussi comment dire, la contrainte d'éduquer, on va dire, au regard de l'autre, parce que tout à coup, l'autre il voit que tu as quelque chose de spécial sur toi, tu as des trucs bizarres, déjà tu as un capteur, tu as une espèce de pastille collée sur le bras, ensuite tu as un appareil. Forcément, voilà, il y a un regard de l'autre qui est à gérer. Et donc voilà, quand elle a eu 10 ans, elle a fait ce choix-là. 10 ans, c'est les prémices de l'adolescence, et puis de l'image de soi aussi qui commence à bouger, à prendre une importance aussi différente par rapport au fait d'être enfant. Pour l'instant, là, ça fait 1 an et demi qu'il y a la pompe dans notre vie. Et, euh, et pour rien au monde, à l'heure actuelle, en tout cas, un Capucine ne reviendra en arrière parce que ça lui a changé sa vie totalement. Le fait de ne plus s'injecter 5 fois par jour, ça lui a changé sa vie. Et elle a retrouvé vraiment sa joie de vivre avec cet appareillage, mais qui du coup a des contraintes, hein, bien sûr, de surveillance, voilà, parce que c'est un appareil, il faut toujours s'assurer que ça marche bien, qu'il y a tout le matériel disponible. On fait plus d'injections certes, mais il y a un changement de cathéter tous les 3 jours. C'est un geste médical quand même que tu fais en tant que parent, alors que t'es pas du tout médecin, ni infirmier, ni quoi que ce soit. Et en fait, c'est tout ça. C'est tout ça le diabète de type 1. J'ai surtout axé voilà, sur les aspects un peu émotionnels et, euh, et, euh, et comment dire, et gestuels en fait, du geste de tous les jours. Mais ça implique tellement de choses qui sont pas forcément descriptibles comme ça en quelques mots. Notamment la charge mentale, hein, je te l'ai évoqué, ben voilà, il y a la surveillance de jour, il y a les appels de la maîtresse parce qu'il y a, il y a une glycémie qui est trop basse, il y a un malaise, voilà, j'ai aussi vu ma fille à un moment donné ouais, partir vraiment dans les vapes. Bon, fort heureusement, on était en situation d'hospitalisation à ce moment-là, puisqu'on était à l'hôpital pour la pose de la pompe, et c'est la première et la seule fois pour l'instant où elle a fait vraiment ouais, vraiment très 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 descendue avec sa glycémie au point de faire un malaise, parce qu'habituellement, même si elle fait des hypoglycémies qui moi me paraissent vraiment très sévères, quoi, avec des taux vraiment très très bas de glycémie, jusqu'à présent elle a toujours réussi à se gérer, à rester présente.
Et là, voilà, un jour en hospitalisation, bah, je l'ai vu partir et ça a été quelque chose de très très marquant, suffisamment pour que je t'en parle. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, ouais, c'est de voir ma fille tomber dans les vapes comme ça et moi toute seule dans la chambre à essayer de la faire revenir à elle et avoir encore une fois ce sentiment d'impuissance en tant que mère qu'il a normalement pour protéger son enfant et pour le faire vivre le mieux possible. Et c'est cette impuissance face à la maladie. Alors la maladie, c'est de l'instabilité. C'est quelque chose, voilà, comme dirait mon médecin, mais de par nature, le diabète de type 1, il est instable. Donc c'est quelque chose que, voilà, tu dois gérer le fait que toutes les personnes que tu rencontres et qui sont au courant de cette maladie te disent alors ça va, ça se stabilise. Mais en fait non, un diabète de type 1, il est instable de par nature. Donc en fait, on a un appareil avec une cible de glycémie dans laquelle idéalement doit se situer Capucine la majeure partie du temps. Et en fait, ces courbes de glycémie, voilà, c'est des montagnes russes. Parfois, c'est un peu plus stable, mais ça, alors, ces jours-là, tu étais content et presque tu célébrerais en ouvrant une bouteille ou un truc un peu festif, tellement c'est pas c'est pas la plupart des jours. La plupart des jours, c'est soit trop haute, soit trop basse, et à chaque fois, il faut réagir, il faut surveiller, il faut être présent parce que bah, il peut y avoir un malaise, il peut y avoir un malaise dans le bus, devant le bus, il peut y avoir un malaise qui peut faire que Capucine soit en danger. Euh, voilà, il faut gérer, il faut faire confiance à son enfant aussi. En tout cas, moi, la mienne, c'est une battante. Et elle gère les choses d'une façon que même moi, je pense, en tant qu'adulte, je n'arriverai pas à assumer. Et elle est extraordinaire. Et voilà, le message de cette vidéo, c'est si jamais autour de toi, tu entends dire par un parent, par une copine, une collègue de boulot, tiens, mon enfant, c'est marrant, punaise, en ce moment, il a tout le temps soif, il boit des litres d'eau, il fait tout le temps pipi. C'est pas forcément une cystite, voilà, c'est juste un petit test, tu vois, c'est un pic au doigt, on regarde la glycémie et c'est juste ça. Et, peut et il faut le faire le plus vite possible parce que si on attend, en fait, l'enfant s'amaigrit et ça, voilà, il peut y avoir des comas carrément, voilà. Et c'est dommage d'en arriver là. Il vaut mieux prendre la maladie en charge le plus tôt possible pour le bien-être de l'enfant. Après, c'est un deuil à faire parce que cet enfant-là, il est malade et il est malade pour sa vie. Mais voilà, la vie continue et il y a des traitements et il y a aussi beaucoup de recherches et dans les années qui vont venir, j'ose espérer que d'autres traitements et facilitateurs seront mis sur le marché et pour toujours plus de confort de ces maladies-là. Voilà, c'était une vidéo longue, mais j'avais à cœur de te parler un petit peu de cette tranche de ma vie de maman solo. Et surtout, mon message, c'est de te faire confiance en tant que parent ou en tant que maman, que si tu détectes quelque chose de pas normal, bah, c'est voilà. Si le médecin te semble un peu trop évasif, ben change de médecin parce que si toi tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a un truc qui va pas, il y a fort à parier qu'il y a vraiment un truc qui va pas. Et puis et puis enjoy, voilà, enjoy la vie et toutes ces belles choses qu'elle apporte malgré tout. Je terminerai vraiment par une image. Tu vois, quand bon, on est sorti de l'hôpital au bout de 11 jours, c'était encore l'été, et on avait prévu de partir aussi de notre côté à la mer. Et on venait de passer par voilà, des mois avec Capucine, là, des mois de malaise avec Capucine à se demander s'il n'y avait pas un problème psy. Pour te dire, on avait même pris un rendez-vous, bon, on l'a annulé, on n'est finalement pas allé voir le psychologue, en tout cas pas le psychologue en libéral, on a été suivi par la psychologue de l'hôpital, ce qui est important aussi, hein, de se faire soutenir et pour l'enfant et pour les parents. Et, euh, et finalement, donc, on est parti en vacances quelques heures après la sortie de l'hôpital, alors qu'on avait traversé des mois où Capucine n'était pas bien, où elle était maussade, où elle ne riait plus, elle souriait plus. Et ouais, deux choses. Alors déjà, au bout de 24 heures déjà d'hospitalisation et d'injection d'insuline, du coup, pour retrouver des taux de glycémie normaux, enfin usuels en tout cas, Capucine a recommencé à me faire des blagues.
C'est-à-dire que tout à coup, et maman, et puis elle me sort une blague, toutou, et je sais pas quoi, là, tu vois. J'étais tellement. Et elle éclate de rire, tu vois, parce que je me fais avoir. Et je me dis, waouh, je suis en train de retrouver ma Capucine, quoi. Alors que pendant des mois, elle était plus cet enfant-là, quoi. Du coup, voilà, on part à la sortie de l'hospitalisation, on part en vacances. Et puis, on est sur une plage. Et je suis en train de jouer avec Capucine à un jeu de raquette. Voilà, on a les pieds dans l'eau et puis on joue comme ça. Il y a un peu de vent. Et tout à coup, Capucine, elle étend ses bras comme ça. Et puis elle me fait le plus beau sourire de la vie d'une maman, enfin qu'une maman peut voir sur son enfant. Et elle dit, voilà, comme si elle avait du vent dans les ailes, elle dit ah, la belle vie. Et c'est vraiment ça, tu vois, que je garde. C'est malade ou pas malade, l'important c'est que ça soit détecté et que ça soit accompagné et qu'après, bah voilà, prenons exemple sur nos enfants qui sont tellement des battants et qui savent nous montrer que malgré un diagnostic qui va les impacter toute leur vie et malgré à ce moment-là, voilà, on en est à réaliser 5 injections par jour. Bah, malgré ça, on peut trouver que la vie, c'est du vent dans les ailes et, euh, et on peut aller de l'avant. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci les enfants pour nous apprendre à nous adultes que la vie est belle.